pour bien débuter, quelques définitions et puis Muto. Muto. This meeting is. Oui, parce que tu as mis ma présentation, c'est là. Comment? Viens juste là. Oui, attends, s'il te plaît. Ce que tu peux faire, tu viens juste ici. Et puis tu parles. Ok, ok, que tu changes le slide. Non, qu'est-ce que ça fait? Je suis ici. Puis tu n'as qu'à changer. Ok. Tu changes là. C'est bon. Merci. Bon, donc je vais commencer par. Bon, je me suis déjà présenté. Je vais commencer par lire le plan de la présentation. Donc, on va commencer par notre motivation. Motivation, et puis on va faire une introduction. Une introduction, on va parler de quelques définitions et un peu d'historique de l'IA. On va parler des types d'IA. On va parler des techniques et méthodes actuelles utilisées dans l'IA, dans l'intelligence artificielle. On va parler des applications de l'IA, des défis et des enjeux, et puis le futur de l'IA. Comme le futur de l'IA, en gros, c'est l'IA générale. L'IA générale, c'est une IA qui va surpasser l'intelligence humaine. Mais on n'y est pas encore. Merci. Donc, en motivation, qu'est-ce qu'on va dire? Déjà, on va définir l'intelligence. Dans cette présentation, l'intelligence, c'est tout ce qui est capacité à comprendre. Tout ce qui est capacité à comprendre, c'est de l'intelligence. Et déjà, il faut comprendre l'intelligence. Donc, tout ce qui est capacité à comprendre, c'est l'intelligence. Mais Nick Silver, qui est un statisticien américain, celui qui avait prédit la victoire de Obama en 2008, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on dit de motivation, il dit les machines sont rapides, mais bêtes, et nous sommes intelligents, mais lents. Il faut trouver l'équilibre. Donc, nous sommes, les machines sont rapides, très rapides. Tu donnes à une machine faire un calcul, c'est pas 1 milliard fois 2 milliards, pardon, mais bête. Bête pourquoi? Parce que non doté d'une intelligence. Bête parce que non doté d'une intelligence. Donc, une capacité à comprendre par soi-même. La machine ne comprend pas par elle-même. Mais nous sommes intelligents parce que nous avons des capacités à comprendre. Capacités à comprendre, nous sommes intelligents, mais lents. Lents parce qu'on n'est pas rapide comme les machines. Donc, il faut trouver l'équilibre. On se pose la question de savoir si est-ce qu'on ne peut pas doter les machines d'une intelligence qui va les permettre une capacité à comprendre pour que les machines soient plus performantes que nous et les machines nous offrent un tas de travaux qui puissent nous aider dans nos tâches quotidiennes. Voilà la question qu'on nous pose. Puisque les machines sont très rapides et nous sommes lents, trouver le compromis, c'est qu'on peut les doter d'une intelligence, question de les rendre très performants et peut-être plus performants que nous. Du coup, c'est l'objectif même de l'intelligence artificielle, c'est essayer d'imiter l'intelligence humaine, d'imiter les tâches de reproduction de l'intelligence humaine. Donc, on est dans un objectif de reproduire l'intelligence humaine. On essaie de reproduire l'intelligence humaine. C'est ça l'objectif de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un domaine informatique qui se concentre sur la création des systèmes capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Donc, c'est un peu ça. Les tâches qui nécessitent nécessairement l'intelligence humaine, on va confier ces tâches-là à des machines et ça, c'est ça qu'on va appeler l'intelligence artificielle. Donc, ces tâches incluent l'apprentissage, la perception, la reconnaissance de la parole, la prise de la décision, la résolution des problèmes et bien plus encore. Donc, il y a plusieurs tâches qui peuvent être confiées à l'ordinateur parce que les ordinateurs sont rapides. Et ces tâches-là, c'est ce qu'on va appeler cette reproduction de l'intelligence humaine, c'est ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle. Donc, l'IA se réfère à des systèmes ou des machines qui imitent l'intelligence humaine. Donc, on est là dans une démarche d'imitation de l'intelligence humaine
pour effectuer des tâches et qui peuvent s'améliorer à partir des informations qu'ils collectent. Donc, il y a une première tâche de collecte des informations. On a besoin de l'information. Les modèles de machine learning ou de deep learning fonctionnent avec la collecte d'informations. On a une base de données qui représente l'information disponible que l'on détient. Et c'est cette information qui nous permet la prise de décision, qui permet à l'ordinateur, la prise de décision. Donc, contrairement aux systèmes traditionnels qui suivent les instructions programmées, les systèmes d'IA peuvent analyser les données, apprendre de cette analyse et prendre des décisions basées sur leur apprentissage. Donc, les systèmes traditionnels, c'est des systèmes des robots, par exemple. Un robot, tu peux concevoir un algorithme qui, par exemple, calcule le carré d'un nombre. Ça, c'est vraiment mécanique. Chaque fois que tu lui donnes un nombre, il te renvoie le carré. Il n'apprend rien. Par contre, l'intelligence artificielle, la démarche serait de faire apprendre à la machine de prendre des décisions. La machine va apprendre par elle-même et en apprenant, elle va être capable de prendre des décisions et de prendre des décisions, c'est-à-dire de faire de la prédiction en fait. Quand je dis prendre des décisions, c'est faire de la prédiction. L'objectif, on est vraiment dans une démarche de prédiction. L'objectif, c'est d'essayer de prédire. C'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Bon, Cédric Villani, c'est un mathématicien, c'est le lauréat de la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiciens en 2010. C'est aussi un expert, c'est un politicien et un expert en IA. Il utilise beaucoup d'IA pour ses problèmes d'EDP, c'est un spécialiste en EDP et tout. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'IA, c'est l'algorithme sophistiqué. C'est ça sa définition de l'IA. L'IA, c'est de l'algorithmique sophistiqué. Donc, tout ce qui est algorithmique, comme on le connaît de base, on connaît de l'algorithmique. Hein. L'algorithmique, c'est l'étude des algorithmes. C'est une matière pour construire des algorithmes et tout. Donc, dans l'algorithmique, quand on ajoute un peu de sophistication, c'est ça l'IA, selon Cédric Villani. Donc, qu'est-ce qu'il dit à propos de l'IA? Il dit qu'il n'y a pas de bonne définition de l'IA. Il y a longtemps, c'était un programme pour imiter, reproduire, simuler l'intelligence humaine avec l'algorithme. Mais maintenant, on a complètement abandonné. L'idée, c'est juste de reproduire les tâches. Donc, c'est encore sur ça que je reviens. Donc, l'objectif, c'est vraiment de reproduire tout ce que fait l'humain. On essaie de reproduire ça avec les machines. Donc, l'idée, c'est de reproduire des tâches, d'accomplir des missions qui avaient été réservées aux humains avant. Donc, c'est vraiment, on parle là des pertes d'emplois. Hein. Les gens vont perdre des emplois et il y aura la création de nouveaux emplois. Donc, les tâches qui autrefois étaient réalisées par les humains seront confiées aux machines. C'est vraiment ça l'objectif. Les missions qui étaient réservées aux humains seront confirmées. Et donc, on réalise, on peut les mettre en algorithmique avec un peu de sophistication. Lui, il met un peu d'accent sur la sophistication. Donc, les algorithmes simples, lui, ne considèrent pas trop ça comme l'intelligence artificielle. Lui, il dit que ça doit être un programme, mais un peu sophistiqué. Il y a d'autres que de l'algorithme sophistiqué. Donc, pour lui, pour Cédric Villani, l'IA, c'est vraiment de l'algorithme sophistiqué. L'algorithme, comme on le connaît, mais on ajoute un peu de sophistication et c'est ce qui fait l'IA, l'intelligence artificielle. Voilà un peu la définition de tout ce qu'on doit savoir sur l'IA, sur le point de définition. Maintenant, on va parler de l'historique, comment ça a débuté. L'IA a débuté dans les années 50, 1950. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de l'IA, on développe des modèles d'IA et c'est un peu simple. Donc, on va parler l'historique de l'IA depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc, en 1950, déjà, c'est la première prouesse de l'IA. C'est Alan Turing qui propose le test de Turing pour évaluer la capacité d'une machine à imiter l'intelligence humaine dans son article Computer Machinery and Intelligence. Donc, c'est déjà le premier exploit de l'IA, c'est déjà de construire le fameux test de Turing qui permet de mesurer si une machine est capable d'imiter l'intelligence humaine et à quel degré la machine est capable d'imiter l'intelligence humaine. Donc, voilà un peu pour 1950. Pour 1960, 1956, pardon, la conférence de Dartmouth marque la naissance officielle de l'IA. Donc,
l'IA est officiellement née en 1956 en tant que domaine académique. Donc, le domaine académique. L'IA est née en 1956. Et après, dans les années 60 à 70, c'est les premières recherches et développements. En 65, Joseph Weizenbaum développe ELISA, qui était un programme de traitement de langage naturel. Donc, on est là dans NLP, le Natural Language Processing. C'est une méthode d'intelligence artificielle capable de simuler une conversation humaine. Donc, c'est une conversation humaine, ils essaient d'imiter, de simuler la conversation humaine. C'est son programme qu'il appelle ELISA, en 1965. En 1966, Shakey, le robot développé par SRI International, devient le premier robot à raisonner sur ses actions. Ça, c'est en 1966. En 1972, le langage de programmation Prolog est créé, devenant un outil important pour la recherche en IA. En 1972, il y a la création du langage Prolog. Dans les années 80, c'est l'essor de l'IA symbolique et des systèmes experts. En 1980, les systèmes experts comme Missing pour le diagnostic médical, il y a beaucoup d'applications d'IA pour le diagnostic médical. Là, en 1980, c'est la première application. Donc, ce système devient populaire, il utilise des règles codées pour imiter le raisonnement humain dans les domaines spécifiques, notamment les domaines médicaux. En 1986, Geoffrey Hilton et ses collègues publient des travaux sur les réseaux de neurones et l'apprentissage par autopropagation, relançant l'intérêt pour les techniques d'apprentissage automatique. Donc là, ça marque la naissance de ce qu'on appelle les méthodes d'apprentissage et le deep learning. C'est des parties de, on va voir ça dans la suite, c'est des parties de l'intelligence artificielle. Donc la première avancée, c'est en 1986, où Geoffrey Hinton publie des travaux sur les réseaux de neurones et l'apprentissage par autopropagation. En 1990, c'est l'apprentissage automatique et le data mining. Le data mining, c'est tout ce qui est gestion de big data. Les big data, c'est des masses de données, structurées ou non. Parfois, en général, même, c'est non structuré. Donc, l'objectif des data mining, c'est de structurer ces données et de donner du sens à ces big data. En 1997, Deep Blue, un ordinateur développé par IBM, bat le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, marquant une étape importante dans le développement de l'IA. Donc déjà, ça c'est un grand exemple qui est souvent donné pour ceux qui font souvent des conférences en IA. Déjà des intelligences artificielles qui battent les champions du monde. Donc le champion du monde, c'est celui qui est censé battre tout le monde pour ce jeu, mais les intelligences artificielles, des machines essaient de battre les champions du monde. Ça c'est déjà une grande prouesse pour l'avancée de la science. La fin des années 90, l'essor d'Internet et la disponibilité croissante des données accélère la recherche en data mining et en apprentissage automatique. Ça, c'est la fin des années 90. En 2000, l'IA devient grand public. Donc, l'IA se fait connaître par un peu tout le monde. À partir des années 2000, l'IA devient grand public. L'IA se fait connaître de beaucoup de monde. En 2011, par exemple, IBM Watson gagne un jeu dédié par Jeopardy, démontrant ses capacités avancées dans le traitement du langage naturel et les recherches d'information. Donc, c'est un programme comme ça qui gagne un jeu télévisé. Ce n'est pas un humain qui gagne, mais c'est un programme qui a été conçu. C'est une intelligence artificielle. Voilà une grande avancée de l'IA. En 2012, AlexNet, un réseau de neurones convolutifs, c'est un réseau de neurones, en tout cas, les réseaux de neurones, il y en a beaucoup. Un des réseaux de neurones, c'est les réseaux de neurones convolutifs. Remporte la compétition ImageNet, marquant une avancée majeure en vision par ordinateur. La vision par ordinateur, c'est une technique de l'intelligence artificielle, des techniques qu'on va essayer de définir tout à l'heure, la vision par ordinateur, qu'on appelle la computer vision. Oui, allô, c'est qui? Donc, déjà, pardon? Oui, ok, il te reste 10 minutes max. Ah, ok. AlexNet essaie de découvrir. AlexNet, un réseau de neurones convolutifs, remporte la compétition en image. En 2014, Google acquiert DeepMind,
dans le programme AlphaGo bat le champion du monde de Go en 2016. Ça, c'est aussi une grande avancée de l'IA en 2016. Il y a DeepMind qui est l'auteur du programme AlphaGo qui bat le champion du monde de Go en 2016. En 2015, il y a l'OpenIA qui est fondée pour promouvoir et développer l'IA de manière sûre et bénéfique. OpenIA, c'est eux qui développent ChatGPT, qui est un programme très puissant pour faire de la recherche, pour faire des recherches Internet. OpenIA. En 2020, les modèles de langage tels que GPT-3 développés par OpenIA montrent leur capacité impressionnante dans la génération de textes et en compréhension du langage naturel. En 2021, AlphaFold et DeepMind révolutionnent la biologie en prédisant avec précision la structure des protéines. Ça, c'est aussi une avancée très, très énorme. En 2023, l'IA continue de s'intégrer dans divers domaines, dans la médecine, dans l'industrie, en soulevant des questions éthiques et de confidentialité. Le biais, par exemple, des biais algorithmiques et l'impact sur l'emploi. Ça, c'est pour tout ce qui concerne les historiques de l'IA. Bon, les différents types d'IA, on a les IA faibles, les IA fortes. Les IA fortes, c'est l'IA générale, c'est encore hypothétique, on n'est pas encore là. Aujourd'hui, on est encore sur les IA faibles. Donc, l'IA faible, c'est conçu pour réaliser des tâches spécifiques comme des assistants vocaux, Siri, Alexa, Google, Google Assistant par exemple, les systèmes de recommandation tels que Netflix, Amazon, ou encore les logiciels de reconnaissance faciale. Ça, c'est les IA faibles. Ce que font les IA faibles. Mais les IA fortes ou IA générales, c'est encore hypothétique pour le moment. Elles seraient capables d'effectuer des tâches intellectuelles qui peuvent être accomplies par un humain. Une IA générale aurait une compréhension et une intelligence au niveau humain ou supérieur. C'est ça en fait. C'est hypothétique parce qu'on n'est pas encore arrivé là. Et l'objectif de la recherche actuelle, c'est essayer d'arriver à une IA forte. Une IA qui va atteindre l'intelligence humaine ou soit la dépasser. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à une IA forte. Mais on n'y est pas encore. C'est encore hypothétique pour l'instant. C'est différents types d'IA. On parle aussi parfois de super intelligence qui sera largement supérieur aux capacités humaines. Donc ça, c'est l'échelle de... Ça, c'est les 4 intelligences selon Johan Eckert. Pardon. Les 4 intelligences selon Johan Eckert. Il y a l'intelligence mécanique et l'intelligence analytique qui sont du domaine de l'IA faible, et l'intelligence intuitive et l'intelligence empathique qui sont du domaine de l'IA forte. Les définitions sont là. L'intelligence mécanique, c'est la capacité d'effectuer des tâches répétitives, quotidiennes et intelligentes. L'intelligence analytique, c'est la capacité à analyser les données et résoudre des problèmes dont tirer des connaissances, tels que ChatGPT, c'est une intelligence analytique. On est déjà là, c'est l'ordre de difficulté en ordonnée, et en abscisse, c'est le temps. Donc le temps, on est en train d'avancer vers l'IA forte. L'IA forte, on a l'IA intuitive, qui est la capacité à penser de manière créative et à réagir rapidement à des situations inconnues. Et l'IA empathique, l'intelligence empathique, c'est la capacité à détecter et à comprendre les sentiments des autres. Donc, un ordinateur qui sera capable de comprendre les sentiments. Et c'est encore hypothétique. L'IA forte, c'est vraiment hypothétique. Bon, les techniques et les méthodes. Les différentes techniques, on a la première technique, c'est l'apprentissage automatique, qu'on appelle en anglais machine learning. C'est la première technique de l'intelligence artificielle. Donc, une méthode d'IA qui permet au système d'apprendre à partir des données sans être explicitement programmé. Donc, c'est ça en fait. Sans être, c'est ça vraiment l'objectif de base, c'est ce qu'il faut retenir, sans être explicitement programmé. Donc, il n'y a pas un programme explicite qui dit que pour telle valeur, tu me prédis, pour telle photo, tu me prédis que c'est un chien, pour telle photo, tu me prédis que c'est un chat. Mais le code est implicite, il n'est pas explicite. C'est vraiment ça l'objectif. C'est vraiment ça le machine learning. Le machine learning, c'est vraiment apprendre sur des données sans être explicitement programmé. Donc, les algorithmes permettent de construire des modèles à partir des données d'entraînement. On a des données d'entraînement et on a des données de test qui permettent de tester si nos modèles sont bien calibrés ou pas. L'apprentissage profond, le deep learning, c'est une sous-catégorie de l'apprentissage de machine learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels avec de nombreuses couches pour analyser les données complexes comme des images, des textes et du son. C'est une sous-catégorie d'intelligence du machine learning qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. On peut utiliser des réseaux de neurones pour
le traitement, la troisième méthode, le traitement de langage naturel, le NLP, elle permet aux machines de comprendre et de répondre au langage humain en utilisant des techniques comme l'analyse syntaxique ou les traductions automatiques ou les chatbots. Les chatbots, comme ChatGPT, c'est un chatbot. Donc, c'est du NLP. La traduction automatique, tout ça, c'est donc utilisé par exemple DeepL pour traduire. C'est une intelligence artificielle qui permet de faire la traduction. Il y a aussi l'analyse syntaxique, etc. Et la toute dernière, c'est la vision par ordinateur, qui entraîne les systèmes interprétés à comprendre des contenus visuels du monde, comme des images et des vidéos. Par exemple, faire de la reconnaissance faciale. Faire la reconnaissance faciale, on passe par la vision par ordinateur. C'est une méthode, une technique d'IA. Bon, voilà comment les méthodes sont agencées. Il y a l'agencement de type, l'intelligence artificielle, c'est ce qui englobe tout. À l'intérieur, il y a le machine learning. Et à l'intérieur du machine learning, il y a le deep learning. C'est l'apprentissage profond. Et les définitions, c'est les mêmes que j'ai données. Dans le machine learning, on a trois grandes méthodes à l'intérieur du machine learning. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Donc, l'apprentissage supervisé, c'est adapté pour les données qui sont utilisées. Donc, il y a des étiquettes, il y a une variable Y, bon, il y a des caractéristiques, une variable X, quantiques, matrice de caractéristiques, des features. Il y a une réponse, donc une variable Y qui est la réponse. Et il y a les données sur l'étiquette, donc les étiquettes, c'est vraiment le Y. Si c'est, par exemple, la détection de fraude, ça peut être 1 s'il y a fraude, 0 sinon, ça peut être une variable client, ça peut être une variable statique, etc. Donc, c'est ça, on est sur l'étiquette, là, on est vraiment, on doit utiliser l'apprentissage supervisé. Et si la réponse est quantitative, on parle de régression, on a des modèles de régression. Si la réponse capable de régresser, si elle est qualitative, on parle de classification. Dans classification des éléments, on a parlé de compte la retention client, la classification de l'image par exemple la détection de fraude, c'est les problèmes de classification. En régression, on peut avoir la publicité, la publicité, il y a la prévision de la température, et en de régression, il y a la prévision du marché. Est-ce que le marché sera à la hausse, est-ce que le marché sera à la baisse? Pas les marchés financiers évidemment. Les marchés financiers, pas les marchés financiers. Il y a l'estimation de, par exemple, l'espérance de vie, c'est aussi un point de régression. Il y a la prédiction de la population, de l'évolution de la population. On est dans l'apprentissage supervisé. L'apprentissage non supervisé, on n'a pas la réponse, on n'a pas une variable, il n'y a que les caractéristiques. C'est la non supervisée, donc les données sont non étudiées. Et là, on a deux grandes méthodes. Il y a une méthode de réduction des dimensions, qui sont des méthodes, par exemple, d'ACP et autres. Et on a des groupes de clustering, par exemple les Camins, qui sont des méthodes de clustering. Oui, encore une minute, Seti. Il reste une minute pour terminer votre présentation. Oui. Parce qu'il y a des. Et on a l'apprentissage par renforcement. Bon, là, voilà toutes les méthodes que j'ai citées là. On réseau en neurones, en deep learning, on a des CNN, des RNN, des réseaux convolutifs, des réseaux reculants, notamment les GAN, les MLP, les multilayers follow ça, perceptrons, les percepteurs multitouches, etc. On a des camions, les supports vecteurs machines SN. On a plein de méthodes pour dedans. Et les applications, différentes applications en santé, par exemple, il y a la diagnostic assistée par ordinateur, analyse d'images médicales, la médecine personnalisée. En transport, on va avoir les véhicules autonomes, la gestion du trafic. Pour éviter les embouteillages, c'est vraiment un problème on peut appliquer l'intelligence artificielle. En finance, il y a la détection de fraude, il y a l'agro-trading, il y a l'analyse de marché, la organisation de marché. En éducation, on a des tuteurs intelligents, donc une machine qui te forme. On a la personnalisation, donc l'apprentissage. En divertissement, on a des recommandations de contenu, telles que Facebook ou dans Netflix, on te recommande des contenus, etc. Et la création de contenu, qui est aussi une application de l'intelligence artificielle. Et que des enjeux. Bon, le premier défi de l'IA, c'est vraiment un défi éthique.
Donc, il y a la construction de la vie privée. Il faut être capable de travailler dans un environnement où tu as les données sans. Tu n'as pas toutes les données. Tu sais, il y a vraiment la construction de la vie privée. Il faut construire. Privé, c'est aussi mathématisant. C'est très bien mathématisé. Il y a le biais algorithmique. Bon, le biais algorithmique, je vais donner un exemple. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Bon, il y a le biais algorithmique qui est un biais qui peut être dû aux données. Les données peuvent être mal équilibrées. Donc, il faut souvent essayer de faire des techniques d'oversampling pour essayer d'éviter l'overfitting. Il y a les décès automatisés. Dans l'emploi, on a la perte, l'impact de l'automatisation sur les emplois. Donc, les emplois, il y a la perte d'emploi, etc. Il y a la nécessité de reconversion professionnelle. Donc, il faut migrer vers les nouveaux métiers, les métiers où on est en train de donner des consignes aux machines. En sécurité, à la prévention des utilisations malveillantes de l'IA, à la robustesse des systèmes contre les attaques. Bon, le futur de l'IA, là, je ne vais pas trop parler. Le futur de l'IA, ce qu'il faut retenir, c'est que le futur de l'IA, c'est l'IA générale. L'IA générale, c'est vraiment une intelligence artificielle qui va dépasser l'être humain. Donc là, les chercheurs qui cherchent aujourd'hui dans le domaine de l'IA cherchent pour essayer de dépasser l'intelligence humaine, pour que la machine prenne ses propres décisions et voilà, c'est vraiment on converge vers l'IA générale. Et en résumé, l'IA c'est un champ en pleine expansion avec des implications potentielles considérables pour presque tous les aspects de la vie moderne. L'IA est importante aujourd'hui parce qu'elle transforme la façon dont nous vivons et travaillons en apportant des améliorations significatives en termes d'efficacité, d'innovation, de qualité de vie, tout en posant des défis éthiques et sociétaux qu'il faut aborder avec soin. Les défis éthiques et sociétaux dont je n'ai pas développé tout à l'heure, faute de temps. Bon, moi je termine par là. C'est quelques pages Facebook, quelques ressources Facebook pour ceux qui sont intéressés dans les métiers de la data. En programmation, il y a Codaï, Jonathan et Docstring en formation Python qui sont très intéressants. Parce que en data, on utilise beaucoup Python et R. En formation Python, on a Codaï, Jonathan, Docstring qui sont très populaires. Et il y a beaucoup d'analyse de données à François Husson qui offre de très bon contenu. En data science, il y a Rakoto Malala, il y a Morgan Boutro, il y a beaucoup de personnes. Il y a Natacha, que je connais bien, Natacha Ndjongwa. Il y a Josué Afuda qui produit de bons contenus sur YouTube pour la data. En data engineering, il y a Willis Nana et puis voilà. Je vais terminer par là parce que. Donc, on va prendre peut-être une ou deux questions. Et si à la fin, tu pourras partager tes slides avec moi, comme ça je pourrai parler ça avec tous les participants. Bernard, puisque Val est déjà en ligne, je propose qu'on prenne plutôt une question. Oui, on peut prendre deux questions. On peut prendre deux, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Une question. Est-ce qu'il y a une autre question comme ça? Une seule, on va dire. Bonjour monsieur. Ok. Si vous pouvez peut-être rappeler votre nom. Wasiti. Vous êtes monsieur Wasiti. Monsieur Wasiti. D'accord. Je vous. Étudiant en master de télécom à l'ENESC. Pour motivation, pour peut-être une question que je vais vous poser. Nous aurions bien sûr ressources humaines. Est-ce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, quelle sera la place de la ressource humaine? Bon, les ressources, merci beaucoup pour la question. Les ressources humaines auront toujours leur place parce que on peut, c'est lui qui a dit j'ai oublié dans son expo, c'est lui qui a dit qu'on peut utiliser, on peut avoir des machines qui font tout, mais attention, il faut toujours la présence humaine. Je vais te
un exemple. Il y avait un algorithme aussi au Canada qui avait développé un algorithme avec des CV, qui prenait des CV des gens dans une entreprise. Ils avaient travaillé sur une entreprise, hein, ils ont entraîné leur modèle sur une entreprise où il y avait plus d'hommes que des femmes. C'était ça les données qu'ils ont rentrées dans le modèle. Et chaque fois que l'algorithme est utilisé pour chaque fois qu'on utilisait cet algorithme-là, on remarquait qu'il y avait plus d'hommes qui étaient intégrés dans l'entreprise que des femmes. Donc, tu vois, l'algorithme a été traité de sexiste. C'est un algorithme sexiste, donc on a besoin de l'humain. On a forcément besoin de l'humain pour essayer parce qu'il y a quelques l'humain doit être là pour essayer de coordonner. Donc, les ressources humaines auront toujours leur place parce qu'ils doivent intégrer les humains, ils doivent recruter les humains pour que les humains travaillent dans ces métiers de l'IA. Donc, voilà un peu ce que je vais. Merci beaucoup.